Soirée internationale Chibolette première. Bienvenue à tous à cette troisième séance du séminaire annuel de Chibolette Actualité de Freud, une séance dont le thème s'inscrit dans la continuité de certaines sessions des récentes 5 soirées du colloque Figure du Mal qu'on a fait la semaine dernière et qui est consacrée, donc cette séance, au livre de Pascal Bruckner, Incoupable, presque parfait, avec en sous-titre Construction du bouc émissaire blanc, publié aux éditions Grasset. Voilà, je suis très heureux de ta présence, Pascal, ce soir, et je peux dire, même si tu es un ami, que j'en suis très fier. Et comme on dit à la télé, Pascal Bruckner, on ne le présente pas, mais je vais quand même dire quelques mots. Philosophe, écrivain, romancier, essayiste, tu es membre de l'Académie Goncourt. Ton œuvre constitue, au sens freudien, un véritable travail de culture, là où il y a le ça, le je doit advenir, assurer l'assèchement du Zuiderzee, c'est-à-dire du marécage de la pensée de masse, de la bien-pensance, de la doxa, au travers des thèmes aussi divers que le fanatisme, l'amour, la beauté, le bonheur, le masochisme collectif et la longévité de la vie, le racisme évidemment, l'écologie, j'oubliais, enfin il y en a plein d'autres, en décryptant, analysant les signes, les signaux, les emblèmes, les symptômes du malaise de la civilisation, d'une clinique du contemporain, en analysant des discours, des images, des mœurs, des idéologies, des médias, la généalogie des pensées et des faits de réalité. Et puis, quand même, je rajouterais quelque chose d'important évidemment pour moi et pour nous, tu es membre de Chibolette, Actualité de Freud, participant régulièrement avec une amitié fidèle et un engagement dans la réflexion et les échanges collectifs réguliers et constants. Séminaires, je citerai par exemple le déni et la désubstantialisation idéologique du réel, l'islamophobie, un racisme imaginaire, des colloques et publications auxquels tu as participé et contribué. Je voudrais citer le nouvel antisémitisme, retour sur l'affaire Halimi, les figures de la cruauté, présence de la Shoah et d'Israël dans la pensée contemporaine, le sujet face au réel et dans la transmission, et dernièrement, le dernier ouvrage de Chibolette, Actualité de Freud, la transmission en question. Tu as participé aussi avec quelques personnes de Chibolette, sur l'invitation de Valérie Toragnan, au dernier numéro de la belle revue des Deux Mondes, dans le dossier La haine d'Israël. Et puis à propos, puisque je le citais, ce séminaire, à propos du déni idéologique du réel et à quoi j'associerais des postures et des positions d'une partie de l'intelligentsia en France depuis le début du XXe siècle, souvent fascinée, on l'a dit, attirée par la radicalité, complaisante, complice, voire collaborationniste des idéologies et des régimes totalitaires ou et génocidaires. Le stalinisme, le polpotisme, le maoïsme, le chauvinisme, le nazisme évidemment et aujourd'hui l'islamisme. Tu fais partie au contraire, t'appuyant sur une éthique de vérité, d'exigence et de rigueur intellectuelle, de liberté responsable, de cette autre filiation d'intellectuels, de penseurs, capables avec lucidité, détermination et courage de t'extraire de cette masse compacte, cette masse sans mémoire ni langage, sans vérité ni conflictualisation psychique et identificatoire, anéantissant universel du singulier et subjectivation. Je veux dire, tu fais partie de la filiation des George Orwell, des Albert Camus, de Vladimir Yankelevitch dont tu as été l'élève et évidemment de Raymond Aron. Alors, ce coupable presque parfait s'inscrit, il me semble, dans la quantité d'ouvrages que tu as fait, s'inscrit en particulier dans la suite d'une trilogie. Le sanglot de l'homme blanc, déjà en 1983, la tyrannie de la repentance, le racisme imaginaire, entre parenthèses l'islamophobie utilisée pour interdire de penser. Tu y décryptes, analyse les mouvements totalitaires, particulièrement bruyants et violents en ce moment, par la terreur intellectuelle, culturelle, judiciaire, médiatique, dont les figures souvent justifient la violence meurtrière auquel on assiste. Le décolonialisme, l'indigénisme, l'antiracisme dévoyé, racialiste et raciste. Quelle régression!
le néo-féminisme macartiste, l'écologie fanatique, qui ont en commun, d'une part, la concurrence victimaire, tu en parles évidemment très bien et depuis longtemps, j'ajoute et révisionniste, d'autre part, la désignation d'un bouc émissaire commun, l'homme blanc, de préférence, comme tu le dis, hétérosexuel et d'âge mûr, en fait, la totalité de l'Occident essentialisée et systémisée, responsable de tous les maux, des échecs, des manques, des humiliations, des blessures narcissiques, et dont l'existant même est une menace pour l'intégrité existentielle narcissique des composants de ces mouvements, pour leur plénitude identitaire. Identité mortifiée, envie mimétique, identification projective, haine identitaire ne peuvent que motiver et agir destruction et fantasme de substitution. Table rase. Avec cette ambivalence que tu notes, une ambivalence fondamentale, besoin de le faire disparaître, ce bouc émissaire, mais en même temps besoin de le maintenir en face comme responsable permanent de toutes les failles et de toutes les limites de tous les membres, au risque sinon d'effondrement et, j'insiste, de fratricide. Pascal, tu évoques Durban et le lynchage antisémite à l'occasion d'une session onusienne en 2000, une session des droits de l'homme sur le racisme. Et en repensant aussi à ton dernier article, dernière tribune dans le Monde, il y a quelques jours, je pense que tu associes avec raison la peur et la haine du féminin et du juif. Et je pense que j'aimerais tout à l'heure effectivement t'interroger là-dessus. La peur et la haine du féminin et du juif. On connaît le cas Otto Weininger. Tu traces enfin une généalogie de ces mouvements, tous défilant et alliés à l'islamisme. Cette généalogie, la postmodernité avec le déconstructivisme que tu analyses, le relativisme culturel et le multiculturalisme idéologique, ce qu'on appelle la French Theory, exportée, tu le montres, aux États-Unis et faisant retour en Europe après avoir été mixée sur les campus américains et dans la gauche américaine, ici à gauche, dans la gauche marxiste recyclée dans tous ces mouvements, et la social-démocratie qui est en déconfiture, qui est un problème, on le sait, puisque ça a été le cas dans les années 30 avec la montée du nazisme. Mixé donc avec les théories du genre, des races, et accompagné d'une morale et d'un comportement intimidant, à la fois digne de l'Inquisition et, tu le dis, des lois nazies de Nuremberg, réglant les relations entre les races, les sexes et les religions. J'ajouterai juste, Pascal, mais on le reprendra peut-être plus tard ou un autre jour, quelque chose qui me tient à cœur, le rôle de la honte en Europe, mais tu en parles à propos de la tyrannie de la repentance, le rôle de la honte en Europe après la Seconde Guerre mondiale, de la défaite, de la collaboration et de la Shoah, de la destruction des Juifs d'Europe, ayant généré une culpabilité que j'appelle perverse, une culpabilité perverse, au lieu d'un travail véritable de mémoire et de culpabilité, trouvant l'absolution, la purification, par la compulsion à la repentance, à l'expiation, par l'abstraction du symbole d'Auschwitz, la Shoah étant pensée en termes d'holocauste, c'est-à-dire en termes de sacrifice humain, sous le sceau du péché originel, entraînant une déshistoricisation, une dépolitisation et une désubjectivation. Une honte, enfin, qui tente de se dissoudre dans une haine auto-légitimée avec la diabolisation et la nazification du juif et de l'israélien souverain. On doit mesurer aujourd'hui la place centrale de la religion palestinophile depuis 40 ans, place centrale dans la pensée, dans la psyché collective, dans les médias, dans le monde politique, cette place qui, je crois, a participé d'alimenter à la fois une atmosphère et une pensée qui est à la base, en tout cas qui est moteur aussi dans tous ces mouvements et dans leurs points communs, et qui est aussi centrale dans les réponses, la complaisance, la mollesse, la complaisance face à ces mouvements. C'est George Orwell que je citais tout à l'heure pour te mettre dans cette filiation, qui parlait de la convergence de ces luttes, de ces mouvements nébuleux, en parlant de fascifistes. Il y mettait aussi les pacifistes idéologiques. On retrouve là, c'est une phrase que j'aime beaucoup de ta part, on retrouve la rencontre des prêcheurs de honte et des prêcheurs de haine. Voilà comment je voulais introduire un petit peu la soirée, introduire ton propos. La soirée va se passer de cette façon-là. Après cette introduction, Johan va faire un jingle formidable avec la musique d'Avishai Cohen, que nous aimons tous.
Et ensuite, donc Pascal, tu vas faire ta présentation et Michael Prazan, que je présenterai, on ne le présente pas, mais je le présenterai aussi, discutera avec moi et introduira la discussion et les débats avec le public qui pourra, alors je leur dis, qui pourra poser des questions par chat, on essaiera de les sélectionner et de les rassembler, et on ouvrira les micros à la fin pour qu'il puisse y avoir des échanges de vive voix. Voilà. Johan, jingle, et après, je passe la parole à Pascal. Soirée internationale Chibolette première. Pascal, c'est à toi. Là, je suis mis en sourdine, c'est bon? Ah, voilà. C'est bon, on t'entend là, super. Bon, bonsoir à tout le monde. Merci Micha pour cette présentation qui m'a fait rougir de la tête aux pieds, si j'ose dire. Donc, pour rentrer dans le sujet directement, que j'explique un peu comment j'en suis venu à vouloir écrire ce livre. Il y a 1 an et demi ou 2 ans, j'ai entendu un matin sur France Culture un homme de radio expliquer mon hostilité à Greta Thunberg ou mes remarques ironiques sur elle par le fait que je réagissais comme un vieux mâle occidental blanc menacé dans sa virilité. Alors j'étais étonné parce qu'on avait le droit de contester mon jugement sur elle, mais je n'ai pas compris pourquoi ce monsieur avait procédé par une addition de termes péjoratifs, vieux, mâle, occidental et blanc. Je ne voyais pas en quoi Greta Thunberg me menaçait dans ma virilité, mais enfin bon, ça tenait peut-être à la personnalité même de celui qui l'avait dit, qui s'appelle Hervé Gardette et qui sévit chaque matin sur France Culture. Je le dis parce que je l'ai écouté encore ce matin et que j'ai du mal à cacher son nom. Bref, je me suis dit, c'est assez curieux parce qu'on peut me traiter de tous les noms et on peut être traité de tous les noms, réactionnaire, fasciste, salsioniste, j'en ai eu ma dose, mais blanc et vieux et mâle, c'est quelque chose qui ne m'était pas arrivé jusque-là. Et puis j'ai vu qu'en réalité, le terme n'était pas nouveau puisqu'on a entendu Macron dire que ça n'était pas 2 mâles blancs de plus de 40 ans qui allaient pouvoir régler le problème, je crois que c'était de l'accès des banlieues à l'informatique. Delphine Ernotte aussi se plaindre que la télévision et la radio étaient faits par des hommes blancs de plus de 50 ans. Et je me suis dit, pourquoi cette métaphore de la couleur de peau rentre-t-elle tout d'un coup dans le discours? Et là, j'ai pensé qu'il y avait peut-être un lièvre à dénicher, quelque chose qu'il fallait approfondir, parce que du coup, ça rapprochait la pensée politique française des États-Unis, et non pas d'une tradition de gauche ou d'extrême gauche qui nous aurait été propre. Et en commençant à travailler sur ce sujet, j'ai vu qu'effectivement, comme l'a dit Micha tout à l'heure, nous avons affaire depuis quelques années, disons depuis au moins 15 ans, à une opération d'import-export. C'est-à-dire que dans les années 70, un certain nombre de philosophes que nous avons aimés et admirés, à l'époque, je ne sais pas si nous continuons à le faire aujourd'hui, Deleuze, Guattari, Derrida, Foucault, ont forgé les concepts de déconstruction du modèle occidental, le phallo-logocentrisme, pour parler comme Derrida, qu'il fallait donc déconstruire et même démolir. Et ces concepts ont été exportés aux États-Unis. Souvenez-vous, par exemple, que Derrida était extrêmement célèbre là-bas et que dans certaines universités, on vendait des t-shirts à son effigie. Et ces produits de la philosophie française, de la French Theory,
ont été effectivement, et Micha a trouvé le terme exact, remixés. Parce que je pense que c'est une entreprise analogue à ce que font les DJ ou ce que font un certain nombre de musiciens, remixés à la sauce américaine, c'est-à-dire dans le contexte culturel des États-Unis, et ils ont été renvoyés par un certain nombre de professeurs, théoriciens, enseignants ou chercheurs qui travaillent aux États-Unis et qui ont donc propagé ces théories en France. Et ces théories, elles sont simples, elles consistent très simplement à remplacer le vieux concept de la lutte des classes propre au marxisme, ou le concept de lutte des places, de combat pour le pouvoir économique et politique, par la vieille théorie de la lutte des races, dont Raymond Aron notait déjà en 1960 qu'elle était peut-être en passe de remplacer la lutte des classes. Et alors, cette lutte consiste donc à mettre à la place de l'opposition entre le travail et le capital, entre la classe ouvrière et le patronat et la bourgeoisie, une trilogie nouvelle fondée sur la race, l'identité et le genre. Et donc, ce sont les trois théories néo-féministes, antiracistes, et celle qu'on appelle la théorie décoloniale, qui est très puissante, notamment en Amérique latine, mais aussi en Amérique du Nord, et qui arrive petit à petit dans nos universités. Et donc, pour cette nouvelle trinité, l'objet à incriminer, le mauvais objet, c'est évidemment l'homme blanc. Alors, plutôt le mâle blanc, mais les femmes blanches elles-mêmes ne perdent rien pour attendre, comme on le verra un peu plus tard, puisque pour les afroféministes, la femme blanche partage toutes les tares et tous les défauts de l'homme blanc, qu'elle se contente de compléter en essayant d'attaquer, par exemple, le féminisme islamiste et sa justification du voile et de la burqa. Et alors, il me semble, moi, que cette grande substitution, ce grand remplacement théorique intervient dans un moment où, comme aussi l'a rappelé Michal, non seulement le communisme est mort, portant un coup fatal à l'idée d'une alternative au capitalisme, mais la social-démocratie elle-même est en coma prolongé, et donc toute une frange de la gauche et de l'extrême gauche se précipite sur ces théories américaines et estime qu'il est plus important aujourd'hui de combattre les discriminations de genre, de race, d'identité, plutôt que de se battre pour l'égalité ou pour l'amélioration des conditions de la population. Alors, très brièvement, parce que je ne veux pas occuper je ne veux pas tenir le crachoir trop longtemps, le livre est divisé en trois parties. Donc, dans la première partie, je considère le néo-féminisme, donc ce féminisme né avec le 21e siècle et qui se préoccupe plus de fustiger les hommes dans l'espace public que peut-être d'améliorer la condition des femmes. Et ce néo-féminisme est porté a été accéléré en quelque sorte par le mouvement MeToo, puisqu'il prétend désormais non seulement dénoncer l'emprise masculine, mais aussi inscrire dans l'espace public un certain nombre de figures de personnalités connues qui sont soupçonnées ou même accusées de viols, d'agressions, de brutalités diverses. Et donc ce néo-féminisme a comme ambition de montrer que la norme hétérosexuelle sous laquelle nous vivons, que cette norme est directement connectée à la culture du viol. C'est-à-dire qu'en réalité, la culture du viol commence d'emblée par la drague, la séduction, le souci des apparences, le regard masculin porté sur le corps féminin. Et donc, pour ces néo-féministes qui elles-mêmes copient, et quand je dis copie, c'est qu'il s'agit d'un quasi copier-coller, copient les théories
féministe nord-américaine née dans les années 90, et je pense notamment à deux grandes théoriciennes dont j'avais déjà eu l'occasion de parler en 95, Catherine McKinnon et Andrea Dworkin. Andrea Dworkin est morte aujourd'hui, et qui considérait qu'au fond, entre le viol et l'acte sexuel normal, il n'y avait qu'une différence de degré. Et la seule différence, disait Catherine McKinnon, c'est que lorsqu'il s'agit d'un acte sexuel normal, on ne dit rien, mais lorsqu'il s'agit d'un viol, on feint de s'étonner et de s'indigner. Alors, disait-elle, il s'agit exactement du même acte, simplement amplifié. Pour Andrea Dworkin, et je le rappelle dans le livre, quand une femme est pénétrée, il s'agit d'une infraction dans un territoire occupé, et la femme est violée même lorsqu'elle dit oui, oui, continue. C'est une de ces citations à peu près au mot à mot. Donc pour le néo-féminisme qui tient aujourd'hui le haut du pavé, du moins le haut du pavé médiatique, parce que c'est ça qui compte, c'est là est son importance, l'homme est un ennemi. Alors c'est un ennemi sur deux plans. C'est un ennemi en tant qu'objet anatomique, puisque le pénis est une arme de destruction massive qui fait des ravages partout où il s'exerce, et l'homme ne peut pas faire autrement que violer, frapper, voire tuer. C'est ce que expliquait déjà Marilyn French dans les années 90, et là c'est repris par nos théoriciennes, et on se souvient tous des phrases qu'a dites récemment Alice Coffin ou Pauline Hermange, dont le livre « Je hais les hommes » connaît un certain succès en librairie, c'est-à-dire qu'effectivement, tout homme, qu'il le veuille ou non, est une brute qui ne peut pas se retenir. Et c'est là aussi, il faut rappeler la citation de Caroline de Haas, près de 2 hommes sur 3 sont des agresseurs. C'est-à-dire qu'au fond, la quasi-totalité du genre masculin est abonné à une barbarie spontanée. L'homme ne peut pas faire autrement que de violer, car la nature même de l'acte sexuel hétéro implique en quelque sorte la brutalité, la violence. Et d'ailleurs, un certain nombre d'hommes eux-mêmes sont d'accord avec ce point de vue, puisqu'on sait que Gabriel Cohn-Bendit, par exemple, ou Yvon Jablanca, dans un livre récent, faisait écho à cette violence. Et pour Gabriel Cohn-Bendit, il fallait en finir avec la phallocratie pour en arriver à la clitocratie. Et pour Yvon Jablanca, il fallait, pour les hommes, draguer selon la justice de genre, ce qui effectivement n'est pas très sain pour un jeune homme de 20 ans qui essaie de savoir comment se conduire avec les femmes lorsqu'il entend ce genre de propos. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Juste pour continuer sur le thème du néo-féminisme, la légitime volonté de lutter contre le viol et les violences faites aux femmes dégénère trop souvent, on l'a vu aux États-Unis, mais on le voit aussi en France, dans ce qu'on appelait en anglais le name and shame, c'est-à-dire que nommer une personne pour la couvrir de honte, pour la couvrir de boue, pour la couvrir de sa propre ignominie, et lui rendre l'espace public absolument impraticable. Et on l'a constaté en France avec un certain nombre de personnalités. Alors, je ne parle pas de Weinstein et Epstein, par exemple, dont les crimes ont été confirmés, bien entendu. Donc, il est normal que ces gens répondent de leurs actes. Mais on a vu récemment dans la société française des personnalités accusées injustement. Alors, Éric Brion par Sandra Muller, qui est fondatrice du site Balance ton port. Elle a été d'ailleurs à son tour condamnée par l'avocate d'Éric Brion, qui s'appelle Marie Burgueburu, qui a été extrêmement dure avec ce féminisme de la délation. Mais on l'a vu aussi avec Philippe Caubert, qui a été injustement accusé d'être un prostitueur, c'est-à-dire d'abriter chez lui des cadavres de prostituées qu'il aurait mis à mort. Ibrahim Malouf, accusé d'avoir, le trompettiste, d'avoir séduit et violé une jeune fille de 14 ans qui a avoué à la fin qu'elle avait menti. Mais je voudrais peut-être m'attarder
pour bien voir ce mécanisme de bouc émissaire, qui est un mécanisme créateur de monstres. M'attarder sur deux cas, le cas de Woody Allen et le cas Roman Polanski. Alors Woody Allen, donc on sait qu'il est accusé par son beau-fils et par son ex-femme Mia Farrow d'avoir violé sa fille adoptive. La justice a fait une enquête, Woody Allen a été blanchi, mais apparemment son compte est bon et rien ne pourra jamais rien ne pourra jamais l'innocenter, puisque de toute façon, à partir du moment où l'on est épinglé sur le mur des salauds, on ne peut jamais, jamais en sortir. Et puis l'autre cas, c'est celui de Roman Polanski, que je connais bien, et je voudrais quand même parler, puisqu'on est à Chibolette et que c'est voilà, c'est un fait, à mon avis, riche, un fait de synthèse de la nuit de la nuit des Césars, à laquelle j'ai assisté l'année dernière et que j'ai baptisé pour ma part dans un article du Point le premier pogrom féministe de l'histoire du cinéma français. Parce que quoi qu'on pense de Roman Polanski, qu'on l'aime ou non, le problème n'est pas là. Était-il utile ce soir-là que les manifestantes en arrivent à demander qu'on brûle les violeurs, ce qui rappelait, enfin en tout cas moi c'est ce que ça me rappelait un peu l'ombre des bûchers médiévaux où l'on brûlait les sorcières, les hérétiques, mais aussi les juifs, tous ceux qui ne correspondaient pas à la ligne de l'Église. Était-il utile aussi que un petit groupe baptisé les Terriennes, en réponse aux gaz lacrymogènes reçus par les CRS, réponse c'est Roman Polanski qu'il faut gazer. Là, je trouve qu'on a franchi une ligne qui ne sert pas tout à fait la cause des femmes et des féministes tout à fait sincères qui veulent en finir avec la culture du viol et l'impunité dont elles bénéficieraient selon elles. Alors, cette pratique de sortir un nom et de le jeter en pâture à l'indignation de l'opinion publique pour enfoncer la personne dans l'opprobre et la malédiction, c'est quelque chose qu'on appelle aux États-Unis la cancel culture, c'est-à-dire la culture de l'annulation, où un homme ou une femme qui sont tout d'un coup épinglés de cette façon disparaissent complètement et n'ont plus droit ni de travailler, ni d'exister, et sont en quelque sorte plongés dans l'enfer. Et c'est en ce sens que le néo-féminisme me paraît, et là je partage l'avis de très nombreuses femmes qui sont plutôt d'ailleurs favorables à la cause féministe, comme Margaret Atwood, mais aussi d'autres. Je pense qu'il s'agit là d'un néo-macartisme où l'on pratique le bannissement en public à travers les réseaux et les médias. Deux petites choses encore sur ce thème, et je ne veux pas en parler trop longtemps. Deux petites choses. L'opprobre porté sur le mâle blanc hétérosexuel est une opprobre hémiplégique, c'est-à-dire que tous les hommes sont des violeurs potentiellement, mais tous les violeurs ne se valent pas. C'est-à-dire que pour une petite partie des néo-féministes, dont Caroline Dehaze, dont je pense Alice Coffin et Valérie Rey-Robert et peut-être Laure Murat aussi, tous les hommes ne sont pas également coupables parce qu'il faut distinguer entre le bourgeois blanc hétérosexuel sur qui d'emblée le couperet de la guillotine doit tomber, et puis les migrants ou les musulmans ou les gens qui viennent d'autres cultures et qui ont l'excuse de l'oppression ou de la pauvreté. Et on a très bien vu que cette division s'était faite au moment des agressions sexuelles de Cologne, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2015-2016, où il a fallu que ce soit des féministes algériennes et l'écrivain Kamel Daoud qui rappellent quand même que ces actes d'agression contre les femmes reflétaient la misère sexuelle, la misère érotique et amoureuse d'un certain nombre d'hommes au Maghreb. Mais on a vu aussi, de l'autre côté, des flopées d'universitaires et de militants de gauche et d'extrême gauche hurler
à l'islamophobie et hurler au racisme culturel. Et je crois que le summum a été atteint par Éric Fassin, expliquant à l'émission 28 minutes devant Valérie Toragnan et Caroline Fourest, qui n'en pouvaient croire leurs oreilles, que les migrants qui avaient attaqué les femmes le 31 décembre 2015 ne s'étaient pas attaquées à des prostituées, mais qu'elles attaquaient des femmes blanches, c'est-à-dire des femmes dominantes. Et là, je trouve qu'on a une condensation de tout mon propos, parce qu'être une femme blanche, si on est allemande en plus, c'est vraiment la domination au carré. Et donc, on a le droit, au nom de la légitime révolte des dominés, de les agresser sexuellement, de les violer, parce qu'au fond, c'est beaucoup moins grave que s'il s'agissait d'agresser des prostituées. Et puis, dernier point sur le néo-féminisme, son but n'est pas, comme le féminisme que j'ai connu dans ma jeunesse et que je pense beaucoup d'entre vous ont connu aussi, d'élargir le champ des droits féminins et finalement de construire un monde commun entre les hommes et les femmes. Je crois que le but, c'est plutôt un but de scission, de séparation entre le monde féminin et le monde masculin. Et ça consiste à dire les hommes et les femmes sont deux tribus incompatibles qui ont été anormalement réunis par une histoire dominée en grande partie par le patriarcat et qu'il s'agit maintenant de disjoindre. Donc, ce que demandent les néo-féministes, et ce que demande notamment Alice Coffin, mais aussi Virginie Despentes, ce qu'elle demande, c'est d'en finir avec l'hétérosexualité. Et Virginie Despentes dit par exemple, non sans humour, que l'hétérosexualité est aussi naturelle à l'humanité que les enclos électriques pour garder les vaches. Et donc, si l'hétérosexualité est une anomalie, eh bien, il faut que les femmes quittent en masse leur foyer, les bras des hommes, qu'elles se déshabituent de la sexualité, de l'hétérosexualité, de l'hétérorisme, si l'on peut dire, et qu'elles se réfugient dans la sororité qui leur promettra tous les bonheurs et toutes les jouissances d'un amour partagé, car non phallique, c'est-à-dire non marqué de l'arme fatale qui est celle du despote couillu, si l'on peut dire. Et donc, voilà le but, je crois, du néo-féminisme, c'est donc d'entamer une scission. Alors, deuxième point que je voudrais aussi traiter, et puis vous me direz, peut-être toi, Michael, tu me diras quand je dois m'arrêter. Deuxième point, c'est l'antiracisme raciste, c'est-à-dire cette idée finalement que l'antiracisme est la question la plus importante au monde depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais que cette discipline ou cette précaution politique ne peut plus emprunter la voie de l'universalisme classique, de l'universalisme abstrait, qui était celui des Lumières, et qui était par exemple celui qui est celui encore aujourd'hui de la LICRA, de SOS Racisme, encore que de moins en moins, du MRAP, encore que de moins en moins. Donc l'antiracisme classique qui consistait à considérer que tous les hommes étant égaux, toute insulte ou injure faite à l'un d'entre eux blesse l'humanité dans son entier. Et se substitue petit à petit à cet antiracisme universaliste un antiracisme ethnique, confessionnel, un antiracisme de genre, sexiste, enfin lié à l'appartenance sexuelle, et qui consiste donc à dire qu'on est d'autant plus défenseur de sa communauté que l'on est immergé en elle, et que pour reprendre encore un mot de l'immortel Éric Fassin, les organisations antiracistes classiques ne sont constituées que de personnes blanches d'un certain âge et qui n'ont plus aucun contact avec le peuple des minorités. Et dans cet antiracisme classique, il y a évidemment, si j'ose dire, une bête noire, une tête de Turc, une cible, c'est l'homme blanc. Et c'est ce que Françoise Vergès, la nièce de Maître Vergès, appelle le blanc triarcat, c'est-à-dire la conjonction
de toutes les malédictions intersectionnelles, donc je n'ai pas parlé de ce terme, mais je pense qu'il vous est familier, c'est-à-dire la conjonction du patriarcat et de la domination blanche, donc qui se convergent dans ce qu'elle appelle le blantriarcat. Et qu'est-ce que c'est que le blantriarcat? C'est cette idée que l'homme blanc, et a fortiori la femme blanche, sont, qu'ils le veuillent ou non, propagateurs de racisme. Parce que le racisme sourd de l'épiderme du blanc, comme la fumée sourd du cratère d'un volcan. Et lorsque nous sommes blancs, nous sommes racistes, que nous le voulions ou non. C'est plus fort que nous. Et alors évidemment, l'objection que l'on a envie de faire à cette théorie, que je développe très longuement, qui est défendue par Rokhaya Diallo, bien entendu, Ouria Boutelja, mais aussi un certain nombre d'afro-féministes, dont vous trouverez la liste dans le livre, on a envie d'objecter à cette théorie que essentialiser un groupe ethnique ou biologique, c'est la définition même du racisme. Mais si vous dites ça, en tant que blanc, c'est que vous êtes encore plus raciste que vous ne le pensez, que votre défense même prouve à quel point vous êtes raciste sans le savoir, et que donc cela est plus fort que vous, et que vous n'y pouvez rien, et qu'au fond, comme l'a dit une théoricienne nord-américaine, vous êtes dans la fragilité blanche, c'est-à-dire dans l'impossibilité de reconnaître que vous êtes raciste comme vous respirez. Et que donc, quoi que vous fassiez, toutes ces précautions vous condamnent malgré vous. Et une afro-américaine théoricienne du racisme qui s'appelle Madame Eno Lodge dit qu'elle refuse de parler de racisme avec les femmes blanches parce que cela la dégoûte et qu'à chaque fois, elle a la preuve éclatante du racisme de ces dames. Alors, je voudrais faire deux précisions sur ce thème, très précisément, et poser la question: qui est blanc? Qui est blanc? C'est la question que se posait la revue de gauche The Atlantic il y a, je crois, 2 ou 3 ans. The Atlantic Monthly, c'est une revue de gauche nord-américaine, une excellente revue par ailleurs, qui reflète un point de vue plutôt centriste du Parti démocrate. Et une journaliste a écrit un article qui s'appelait « Les Juifs sont-ils blancs ?» Et donc, elle fait une très longue étude et elle en conclut à la difficulté de répondre à cette question. Effectivement, c'est une question difficile, mais en réalité, en France, nous avons déjà quelqu'un qui avait répondu à la question, c'est Enzo Traverso, qui dit « Oui, les Juifs sont devenus blancs pour 2 raisons. Premièrement, parce que la création de l'État d'Israël a en quelque sorte reconduit le péché originel de l'Occident, c'est-à-dire le colonialisme et l'impérialisme, et que donc tous les Juifs qui font allégeance à Israël se replacent dans la lignée de cette malédiction coloniale. Et puis la deuxième chose, dit aussi Enzo Traverso, et là il est très clair, c'est que les Juifs étaient autrefois dans la position de l'outsider dans les sociétés européennes, et désormais, en s'enrichissant, en accédant à la classe moyenne, voire à la classe supérieure, ils ont perdu ce privilège, ils sont devenus blancs, ils ont blanchi, et le rôle d'outsider est rempli par les Noirs, les Arabes, les musulmans dans la société française et dans les sociétés européennes. Curieusement, les Chinois, les Asiatiques ne sont pas du tout inclus dans cette position d'outsider, et pour cause, c'est que l'on sait qu'en France, en tout cas, et là je parle vraiment d'événements d'actualité, les Asiatiques sont l'objet d'attaques permanentes des jeunes de banlieue. En 2016, ils ont manifesté par milliers dans les rues de Paris en dénonçant l'oubli dont ils étaient l'objet, notamment de la part des SOS Racisme. Et encore aujourd'hui, tout récemment, la semaine dernière, ils se plaignent d'être attaqués toujours par ces mêmes jeunes de banlieue, dits racisés, parce qu'on les accuse d'avoir propagé le coronavirus. C'est-à-dire, au fond, des
des phénomènes de lynchage ou de raids contre des communautés se passent sous nos yeux sans que les organisations antiracistes s'en émeuvent outre mesure. Donc, les Juifs sont-ils ou non blancs? Pour beaucoup de Nord-Américains, la réponse est oui. La réponse est oui, et cela implique une double chose. Pour l'extrême droite antisémite, les Juifs sont des faux blancs, puisqu'en réalité, ils déguisent leur véritable identité sous une apparence de clarté de peau. Et pour l'ultra-gauche, les Juifs sont de vrais blancs et ils arguent de leur souffrance passée pour masquer qu'ils sont des oppresseurs et qu'ils ont opprimé les Noirs, notamment en participant à l'esclavage. Et on retrouve outre-Atlantique toutes les théories qui ont été développées chez nous par Dieudonné, mais qui sont inspirées par une scission du mouvement des droits civiques afro-américain, et notamment le leader le plus prestigieux de cette scission, c'est Louis Farrakhan, celui qu'on a appelé le Hitler noir, et qui n'a cessé tout au long de sa carrière de manifester et sa haine d'Israël et son antisémitisme farouche, sans être évidemment interdit de parole, puisque vous savez que aux États-Unis, tous les mouvements extrémistes ont droit à la freedom of speech, à la liberté d'expression, tant qu'ils ne commettent pas des meurtres au nom de leur conviction. Donc, la blanchité nouvelle des Juifs les rend évidemment éminemment suspects aux yeux des indigénistes, des antiracistes, qui voient en eux en quelque sorte des usurpateurs qui accaparent les souffrances qui devraient revenir aux Noirs et aux musulmans, qui sont eux les véritables damnés de la terre. Et donc, cela explique pourquoi par exemple, dans la manifestation qui a eu lieu en faveur d'Adama Traoré le 6 juin, je crois, devant le palais de justice à Paris, ou plutôt, je crois que c'était plutôt la manifestation Place de la République du même groupe. À un moment, on a vu des identitaires sur le toit d'un hôtel déployer une banderole en disant « Les vies blanches comptent aussi ». Et là, une partie de la manifestation s'est mise à hurler « sale juif ». Alors c'est quand même un condensé historique incroyable, c'est-à-dire l'extrême droite plutôt fascisante, les identitaires ou plutôt antisémites, se faisant traiter de sale juif par des jeunes qui se prétendent antiracistes. Je trouve ça un raccourci historique stupéfiant. De la même façon, dans la même veine, à la fois cocasse et abominable, Abou Touaf, qui est un des lieutenants d'Assa Traoré, a récemment traité Éric Zemmour de sous-humain. Alors moi, je traduis sous-humain en allemand, c'est Untermensch. Et alors, je trouve ça formidable à quel point les antiracistes retrouvent spontanément le vocabulaire du national-socialisme. Autre exemple, toujours ces manifestations, parce qu'il faut les lire véritablement comme des textes qui ont beaucoup à dire. Dans la première manifestation donc, en faveur d'Adama Traoré, vous savez qu'il y avait des policiers antillais ou d'origine africaine, noire, et on les a apostrophés, on les a traités de vendus, salauds, traîtres à ta race. Et alors, traître à ta race, là aussi, c'est un mot intéressant. J'ai fait une petite recherche, mais traître à la race, c'est textuellement ce qui est inscrit dans les lois de Nuremberg en 1936. Tout arien qui couchait avec une femme juive ou toute femme aryenne qui couchait avec un homme juif était coupable du crime de trahison de la race aryenne. Et là encore, je trouve merveilleux que des
jeunes gens antiracistes retombent malgré eux dans la rhétorique qui a été celle du national-socialisme. Et je trouve ça très inquiétant. Et donc, je plaide, dans le livre, je plaide évidemment plutôt pour un universalisme à la française. Alors, je ne sais pas si je peux continuer, mais je voudrais juste préciser 2 ou 3 points sur la question de l'antiracisme. Je m'appesantis dans le livre, en tout cas, je fais une part belle à 2 figures d'Afro-Américains qui ont choisi la France avant et après la Seconde Guerre mondiale. La première figure, c'est celle de la chanteuse, son nom m'échappe, Joséphine Baker, pardon, qui, dans les années 30, épuisée et dégoûtée par le racisme dont elle était l'objet aux États-Unis, vient en France. En 1950 ou 55, lors du congrès de la LICA, ancêtre de la LICRA, elle fait une communication très belle où elle explique: quand je suis arrivée en France, lorsque je levais le bras pour héler un taxi, le taxi s'arrêtait et n'accélérait pas quand il voyait que j'étais noire. Quand je suis arrivé en France, lorsque j'allais au restaurant, les serveurs m'indiquaient une place et ne me jetaient pas dehors parce que j'étais noire. Lorsque j'étais en France, je suis arrivé et que j'allais voir un médecin, que j'allais à l'hôpital, on m'accueillait comme une patiente égale à toutes les autres et on ne me traitait pas de sale noire ou de sale négresse parce que je venais parce que justement ma peau était foncée. Et je trouve à cet égard que tout à fait louable l'initiative qui a été prise par Régis Debray il y a quelques années de proposer que Joséphine Baker, qui a été par ailleurs une résistante exemplaire et qui a donc choisi, comme Marlène Dietrich a choisi les États-Unis, elle a choisi la France pour résister et au racisme et au nazisme, et qui mériterait, je pense, d'avoir effectivement sa place au Panthéon. La deuxième figure que je voudrais illustrer, parce que c'est quelqu'un que j'ai connu, c'est l'écrivain James Baldwin, dont j'ai mis une citation en exergue de mon livre. J'ai rencontré James Baldwin à Paris en 1984, à une époque où je ne le connaissais pas du tout. Nous avons passé une après-midi ensemble avec des amis. Et donc Baldwin est venu en France dans les années 50, à la suite d'un certain nombre de jazzmen et d'écrivains afro-américains, Chester Himes, Richard Wright, et il est venu en France tout simplement parce qu'il était écœuré par le racisme dont il souffrait aux États-Unis. Et pendant cet après-midi que nous avons passé ensemble, où il a épanché pas simplement sa bile, mais aussi sa tristesse devant l'évolution des États-Unis, même s'il restait confiant dans le fait que la révolution des droits civiques allait peut-être changer la condition des Noirs. On était en 84, donc effectivement les choses avaient déjà changé. Il nous expliquait par exemple que durant la Seconde Guerre mondiale, dans l'armée américaine, les prisonniers allemands étaient mieux traités que les soldats noirs par l'armée américaine. Et il nous a expliqué qu'en arrivant en France, ce qu'il a sauvé, et ça je crois que c'est vraiment très important, ce qu'il a sauvé de l'ambiance de suspicion où il vivait à New York, c'est l'indifférence des Français. Et il dit évidemment, je crevais de faim, des gens me sont venus en aide, des gens m'ont offert à manger, des gens m'ont hébergé, mais sur qui j'étais, sur mon apparence physique, sur ma sexualité, car il était lui-même homosexuel, personne ne m'a jamais importuné. Et, a-t-il rajouté, et là ça m'avait frappé à l'époque et j'y repense aujourd'hui, la grande différence entre les États-Unis et la France, et je pense la grande différence d'ailleurs entre les pays protestants et les pays de culture catholique, c'est qu'il n'y a pas en France, nous a-t-il dit, de racisme libidinal, c'est-à-dire qu'au fond, la couleur de peau, le teint foncé, basané ou le teint pâle n'est pas un obstacle pour que le désir ou l'appétit sexuel s'exprime. Et lui-même étant homosexuel, n'avait jamais été tracassé en France sur ce point précis. Alors pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, on voit bien que toute une partie de la jeunesse
à la fois noire et blanche en France, semble osciller vers une attirance envers le modèle nord-américain et semble considérer qu'au fond, les Américains sont plus lucides que nous parce qu'ils ont décidé de prendre à bras le corps le problème de la race, le problème de l'ethnie, et qu'ils ne cachent pas ces discriminations sous le voile pudique de l'universalisme. Et là, je pense que c'est un véritable défi qui se pose à nous en tant que Français autour du modèle républicain. Il me semble que un des grands avantages du modèle français, c'est effectivement l'indifférence affichée à la couleur de peau, mais aussi l'indifférence à la religion. Il n'y a que très récemment qu'on se présente en France comme étant de religion juive, catholique ou musulmane ou sans religion, et que dans ma jeunesse, cela n'avait pas lieu. Mais je pense qu'effectivement, il y a dans l'universalisme républicain non pas tant un voile pudique jeté sur le racisme réel qui existe incontestablement, ou sur les racismes réels, parce que je crois que le mot racisme doit toujours être mis au pluriel, mais qu'il y a une véritable chance qui nous est donnée par la constitution même de la République de résoudre ces problèmes, non pas en les éludant, mais non pas non plus à la manière américaine, en rendant impossible le fait pour une personne de s'affranchir de son origine, de sa couleur de peau, de sa croyance, de sa famille, de sa tribu. Il me semble que l'antiracisme à l'américaine est pris dans une contradiction de base, c'est qu'au fond, on récuse les races en enfermant chaque personne dans sa communauté d'origine, puisque vous savez que c'est la manière dont le recensement est fait aux États-Unis. Et à chaque recensement, en quelque sorte, on redéfinit la composition de la société nord-américaine. Et donc, voilà, alors je ne sais pas, je vais quand même conclure assez vite, mais je voudrais juste, pour terminer, sur ce problème du racisme, dont je ne tiens pas du tout à minimiser l'importance, je voudrais juste terminer sur le témoignage d'un ami récent afro-américain qui s'appelle Thomas William Chatterton, qui m'a été présenté il y a 2 ans, plutôt qui m'a appelé, que j'ai connu. Donc lui-même est afro-américain, mais son point de vue est plutôt un point de vue universaliste, un libéral de gauche, donc selon le mot, puisque libéral en anglais veut dire de gauche, et il a choisi de s'installer en France, il a épousé une Française, et il a décidé finalement de rester chez nous, et pour une raison simple qui, je crois, résume parfaitement l'un des enjeux de ce débat. Il dit « Je reste en France parce que la France m'a débarrassé des béquilles de la race. Quand je parle à une personne ici, on ne me réduit pas à mon être d'afro-américain. On ne dit pas que je pense ce que je pense en tant que noir ou en tant qu'américain, mais on m'écoute comme si je parlais d'un point de vue distancié et universel. » Et dit-il, il y a en France un apaisement par rapport à ces problèmes ethniques et raciaux qui est aux antipodes de la folie racialiste nord-américaine. Et donc, pour conclure, alors je n'ai pas eu le temps de considérer le dernier point qui est le décolonialisme, on en parlera peut-être avec Michael, mais pour conclure, je pense qu'effectivement, une gauche qui s'enracine sur la race, une gauche qui s'enracine sur l'ethnie ou sur la religion, n'est plus une gauche, c'est une gauche qui louche malgré elle sur des vieux principes de l'extrême droite. C'est ce qu'on appelait un fascisme d'extrême gauche, et Donald Trump a repris ce terme il y a quelques mois, mais il faut savoir que l'histoire de ce terme est assez complexe. Elle vient d'abord des sociologues italiens à l'époque de Mussolini, et ce terme a été également théorisé par Wilhelm Klemperer dans son étude de la rhétorique nationale-socialiste, par Jürgen Habermas,
Et je pense qu'il y a effectivement aujourd'hui, dans certaines franges de l'ultra-gauche et dans certaines franges de l'ultra-droite, une convergence, une doriotisation des esprits qui explique qu'ils sont également fascinés non seulement par l'autoritarisme, mais aussi par la- 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 le mythe de l'appartenance et le fait pour chacun d'entre nous d'être arrivé irrémédiablement à son lieu de naissance, à sa croyance, à ses origines, à ses racines, sans avoir aucune possibilité de s'en sortir. Et c'est dans ce mythe contre-révolutionnaire, évidemment, que sont nées toutes les doctrines fascistes au XIXe et au XXe siècle. Voilà, voilà ce que je peux vous dire. J'aurais pu continuer encore pendant 1 heure, mais je respecte votre rythme circadien. Merci beaucoup. Bon, alors Michael, je vais le présenter quand même si tout le monde le connaît. Il a entendu encore la semaine dernière au cours du colloque Chibolette, les figures du mal. Michael Prazan est écrivain. Tu es là, Michael? Michael est là, tout le monde est là. Ah, d'accord. Bon. Michael est écrivain, réalisateur, documentariste, membre de Chibolette évidemment, et on a passé plusieurs de ses films à Chibolette, dont Les Frères musulmans, Das Reich, Einsatzgruppen, La passeuse Vichy, La passeuse des Aubrais, Nankin, le document sur l'armée rouge, enfin une œuvre assez considérable. Et au cours de ce colloque, il nous a parlé, puisqu'il a été aussi enseignant avant d'être réalisateur à plein temps, il nous a parlé évidemment de ce qu'il pouvait déduire, penser, analyser du meurtre par décapitation du professeur Samuel Paty et de l'état donc de l'enseignement de l'éducation nationale. C'était effectivement passionnant. Michael, tu veux peut-être rebondir en premier sur l'exposé de Pascal? Qui était absolument passionnant, qui est aussi intéressant et qui était un bon résumé du Attends, on livre. ne te voit pas là, on ne te voit pas. Moi, je le vois. Hein, tu le Moi, vois je là? le vois, je l'ai vu. Ouais, mais est-ce que tout le monde le voit? Voilà, Michael. Vas-y, C'était Michael. aussi un très bon résumé de l'excellent livre qu'il vient de publier et qui d'ailleurs fait écho, Pascal l'a évoqué dans son introduction, à un livre bien plus ancien, puisqu'il a un peu plus de 25 ans, qui s'appelait Le sanglot de l'homme blanc. Et on voit bien comment, au fond, ce sanglot est devenu son tombeau, presque 30 ans après. Et donc, il y a quand même une cohérence aussi. J'entends beaucoup dire en ce moment de Pascal, oui, il est passé à droite, etc. Non, il y a une vraie cohérence analytique et intellectuelle du monde contemporain. Et cet exposé était absolument passionnant. Il y a, évidemment, c'est un livre qui pose beaucoup de questions et qui apporte aussi beaucoup de réponses. Mais moi, j'aimerais rebondir finalement sur l'écrit le plus récent de Pascal, qui était la Tribune du Monde qu'il a publié lundi dernier, et où il montrait qu'au fond, on était attaqué parce qu'on était trop désirable. En l'occurrence, il parlait des islamistes, et il n'y a pas de hasard à ce que les islamistes aussi se glissent au fond dans l'idéologie ou la doxa de la gauche américaine, parce qu'elle permet justement des avancées et des libertés qu'en France, on ne permet pas. Et ce que je voulais poser comme question à Pascal, c'est est-ce qu'au fond, on n'assiste pas à une espèce d'offensive revancharde contre notre modèle français, contre la laïcité, de la part, disons, de la doxa de gauche américaine, avec, par exemple, 2 exemples. Internet, qui est quand même, je veux dire, cette idéologie du tout laisser dire, tout laisser faire, mais quand même aussi avec ses restrictions en ce qui concerne, disons, la pornographie, les minorités, etc. Bref, c'est une idéologie sur laquelle on n'a pas prise et qui déborde notre système légal en France et qu'on nous impose d'une certaine manière comme un passager clandestin, sans qu'on nous en rende compte. Et puis, il y avait aussi cet exemple, cet épiphénomène. Lors du premier mandat de Barack Obama, il était venu en France, d'une certaine manière, faire son marché dans les influenceurs de l'époque des banlieues françaises qu'il avait emmené en stage aux États-Unis. Rokhaya Diallo en faisait d'ailleurs partie et qui, de retour en France, ont diffusé médiatiquement, de manière certainement
amplifié par l'effet médiatique cette idéologie en France. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, au fond, je dirais pas une théorie du complot ou quelque chose de concerté, mais une volonté de détruire d'une certaine manière le modèle français et d'imposer un modèle, disons, américain, d'ailleurs au sens large, parce que tu évoquais tout à l'heure la question décoloniale, la question, le décolonialisme, l'idéologie n'est pas née aux États-Unis, elle est née en Amérique latine, et d'ailleurs en lien, et tu le dis très bien dans ton livre, avec d'une certaine manière la théologie de la libération dont c'est un peu le substrat. Et j'en ai Oui, fini non, avec une question. tu as raison. Alors là, ça fait référence à des événements plus récents, mais il y a une alliance objective entre les frères musulmans et l'idéologie d'une certaine gauche nord-américaine. D'ailleurs, je crois que Barack Obama avait été plus que complaisant, même sympathisant des frères musulmans. Il avait ensuite critiqué vertement le maréchal Sissi lorsqu'il avait pris le pouvoir et avait renversé Morsi en disant qu'il bafouait l'enjeu des élections, ce qui était tout à fait exact, mais il me semble qu'il y avait un enjeu un peu plus grave derrière la prise du pouvoir des frères musulmans en Égypte, et notamment la persécution des Coptes qui auraient sans doute passé un très mauvais quart d'heure si les frères musulmans s'étaient attardés dans cette région d'Afrique. Mais oui, l'idée nord-américaine est une idée assez étrange parce que c'est l'idée qu'il faut être libéral. Et encore, il y a 2 jours, un très bon ami à moi, ancien journaliste au Monde, me disait « Mais qu'est-ce que ça peut vous faire que les femmes portent le voile à l'école ou la burqa? En quoi ça vous dérange? Pourquoi faut-il invoquer l'État Léviathan ?» Et je lui ai rétorqué, mais qu'est-ce que ça peut vous faire qu'on monte des caricatures de Mahomet dans des journaux, puisque même ça, vous refusez de les publier. Alors, si on veut peut-être, si on veut sortir du débat, pour le coup caricatural, entre eux et nous, il faut voir simplement que la grande différence entre la France et les États-Unis, c'est que la France s'est forgée contre l'Église catholique, et vraiment, toute son histoire témoigne de ce combat, même si aujourd'hui les relations sont apaisées. C'est un combat très dur puisque l'Église s'est alliée au pouvoir et à la monarchie absolue, et l'Église a engendré une guerre civile religieuse contre les réformés, les protestants, une guerre qui a duré plusieurs siècles, qui a connu des épisodes abominables de terreur et de massacres, et dont la Révolution française a prétendu nous sortir. Mais cette guerre qui s'est prolongée ensuite au XIXe siècle s'est donc traduite par la loi de séparation de l'Église et de l'État, qui est une loi d'apaisement, une loi de pacification, où l'État proclame sa neutralité et ne reconnaît aucun culte puisqu'il les admet tous et se refuse évidemment à financer les lieux de culte. Et à l'inverse, les États-Unis, eux, se sont construits avec les religions et notamment avec toutes les minorités persécutées du protestantisme et du catholicisme qui ont trouvé outre-Atlantique refuge. Toutes ces sectes, les Quakers, les Ménonites, les Amish, tous ces gens qui ne pouvaient pas exercer leur culte chez eux sont venus aux États-Unis, et donc la France s'est bâtie contre la religion catholique et les États-Unis se sont bâtis avec les religions en instituant une sorte de sécularisme qui là aussi à l'origine ne reconnaît aucune religion plus qu'une autre, mais qui en réalité s'est traduit par une sorte d'essentialisation du religieux en tant que tel, puisqu'aux États-Unis, on jure sur la Bible, puisqu'aux États-Unis, Dieu est invoqué dans tous les serments, et que dans le recensement dont je parlais tout à l'heure, votre croyance religieuse doit être mentionnée. Et on sait qu'aux États-Unis, un athée, l'athéisme est considéré avec suspicion, puisqu'au fond, un athée, c'est celui qui n'est lié par rien, par aucune transcendance, à un esprit supérieur à lui-même, et c'est donc quelqu'un auquel on ne peut pas se fier.
il n'est ni chrétien, ni juif, ni bouddhiste, ni musulman, et donc il est d'emblée l'objet d'une certaine méfiance. Et alors il me semble que ce qui irrite les Américains dans le modèle français, non seulement il y a toujours eu une rivalité entre la France et les États-Unis parce que nous avons fait nos deux révolutions au nom de l'universel, nous nous sommes entraînés les uns les autres, donc nous avons donné un petit coup de pouce grâce à Lafayette aux insurgés nord-américains contre la couronne d'Angleterre, mais il y a toujours eu une rivalité entre ces deux modèles. Alors évidemment, de la part du coq gaulois, nous ne faisons pas le poids puisque la puissance nord-américaine est telle qu'elle nous écrase. Il n'empêche que la France reste quand même une exception dans le domaine religieux, parce que la France, la laïcité à la française protège les religions, mais elle nous protège les religions. C'est-à-dire qu'elle autorise chaque individu à s'affranchir de sa croyance d'origine, à se convertir à une autre foi. Et je vous rappelle que le crime, l'apostasie reste un crime aujourd'hui encore pour l'islam français. Ça a été la grande déception de Nicolas Sarkozy et de Jean-Pierre Chevènement de ne pas arriver à pousser les responsables de l'islam au début du XXIe siècle à condamner l'apostasie, plutôt à condamner le crime d'apostasie et à dire que tout musulman qui voulait quitter sa religion était libre de le faire. Et puis la France permet donc l'indifférence en matière religieuse, ce qui heurte évidemment les Nord-Américains. Et on a vu là récemment avec les meurtres de Samuel Paty, les assassinats à Nice, on a vu toute la presse anglo-saxonne, surtout à gauche, s'insurger contre nous et jouer les bigots arrogants, le New York Times, le Washington Post, le New Yorker, en Angleterre, le Financial Times, apostropher Macron en disant « mais enfin, ce que vous faites, c'est du racisme, on n'a pas le droit de se moquer des religions ». Et donc, deux pays qui au départ avaient une position plutôt sécularisée du fait religieux ont pris des directions très différentes. Et l'ambition des États-Unis et d'une certaine gauche américaine, c'est de convertir l'Europe à son modèle et donc d'arriver à une juxtaposition des communautés religieuses avec, comme en Angleterre par exemple, le droit pour les musulmans de se référer non plus à la loi commune, mais au droit coranique et de régler leurs litiges devant des tribunaux dirigés par des docteurs de la loi coranique, chose qui est évidemment impossible en France, et de gagner, que ce modèle anglo-saxon communautaire gagne l'Europe du Nord, la Scandinavie, et petit à petit l'ensemble de l'Europe du Sud. Et donc, je crois qu'à cet égard, la France fait figure de bouclier contre l'emprise des groupes terroristes ou islamistes, notamment menés par Erdogan, mais aussi à une certaine idéologie anglo-saxonne qui est officiellement complice ou complaisante envers ces groupes terroristes et qui nous explique qu'au fond, nous avons tellement brandi le chiffon rouge sous le museau de la bête qu'elle n'a pas pu s'empêcher de venir nous égorger, d'égorger nos filles et nos compagnes, comme le dit la Marseillaise, et qu'au fond, si nous reculons, si nous abolissons ces deux lois de 2004 et de 2010, eh bien, on verra que l'islam redeviendra une religion, la religion de paix, d'amour et de tolérance qu'il a toujours été. Et là, je crois qu'il y a un combat culturel, politique, philosophique sur lequel nous ne devons pas céder, parce que sinon, c'est la fin du modèle français, puis c'est aussi la fin d'une certaine forme de civilisation. Moi, ce qui me frappe aussi, alors au-delà du fait qu'il y a quelque chose d'extraordinairement déprimant à constater que l'antiracisme est devenu un racisme, que le féminisme est devenu un sexisme. Enfin, il y a une espèce d'inversion comme ça des paradigmes avec lesquels on a grandi au XXe siècle, puisque à peu près tout le monde ici sont des hommes et des femmes du XXe siècle. De voir cette inversion comme ça, c'est extrêmement frappant. Et ce qui est aussi fascinant, c'est de découvrir derrière cette collection quand même d'idiotie ou d'ineptie, enfin, c'est quand même de ça qu'il s'agit, en fait, une espèce de pulsion totalitaire. Euh, C'est-à-dire que tu parlais du bouc émissaire, mais on se rend compte au fond
à travers les décoloniaux, à travers les néo-féministes, bref, toute cette collection d'inepties, on ne veut plus exister avec l'autre, comme c'était le cas durant toute la seconde partie du XXe siècle. On ne peut exister que contre l'autre. Et ça, c'est déjà quelque chose qui me semble extrêmement dangereux. Et juste derrière, il y a cette espèce d'obsession de l'épuration. On doit épurer l'histoire des figures qui nous gênent, éventuellement la littérature, et peut-être toute la littérature française au final. On doit épurer jusqu'au dans le cœur même de la langue, c'est-à-dire du matériau qui nous sert à penser, à écrire. Et donc, il y a cette volonté d'épuration et il y a aussi, derrière tout ça, et tu le dis très bien dans le livre, une espèce de manière presque impressionniste d'art officiel qui se dessine. Il y a les quotas qu'on impose aux Oscars en fonction des couleurs de peau, des sexes, des religions, indépendamment de la qualité des œuvres. Il y a Delphine Ernotte, avant cela, il y a quelques mois, qui avait décrété par un tweet que désormais, il faudrait que toutes les œuvres diffusées sur France Télévisions soient à 50% réalisées par des hommes et à 50% par des femmes. Et on voit bien comment, sous couvert de rendre justice, on crée en fait des injustices. Et il y a derrière toutes ces petites attaques, pour moi en tout cas, une espèce de pulsion totalitaire et un désamour de la démocratie. Oui, alors ça, bien sûr, tu as totalement raison. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans le projet classique de l'humanisme qui était celui de notre jeunesse, en tout cas de la mienne, un projet d'éducation aux humanités, d'éducation aux beaux-arts, à la science, à la littérature, à la culture, mais on est dans une rééducation. Et c'est ça qui est intéressant. Ce processus de rééducation a commencé sur les campus américains dès les années 80, notamment lors d'un meeting qui avait réuni un certain nombre d'étudiants à Berkeley avec un grand leader noir de l'époque où les gens chantaient la culture occidentale doit disparaître, hein, parce que tout ça est assez ancien aux États-Unis, hein, ça a au moins 30 ou 40 ans, cette entreprise consiste donc à expliquer que l'Occident étant coupable par nature et étant vicié dans son essence, il faut le refonder de fond en comble. Pour les décoloniaux, il s'agit donc non seulement d'entériner les décolonisations qui ont été faites dans les années 50-60, mais il faut désormais décoloniser la France et l'Europe de l'intérieur. Donc en finir avec la matrice même de ces pays. Et par exemple, on s'attaque à la nourriture. Alors, tout à l'heure, tu citais Rokhaya Diallo. Dans un de ses livres, elle dit qu'il faut en finir avec la franchouillarde, blanquette de veau et le sandwich jambon beurre saucisson au profit du kebab et du couscous. Et donc, l'art, la culture vont devenir les nouveaux objets d'investigation de nos nouveaux Sherlock Holmes, masculins ou féminins. Et donc, on voit bien que tous les domaines que nous avons l'habitude de respecter, tout ce qu'on appelle le canon, c'est-à-dire l'ensemble des œuvres qu'on étudie, que ce soit dans la peinture, dans la musique ou dans la littérature, doit désormais faire l'objet d'un sérieux dépoussiérage, pour ne pas dire d'un sérieux nettoyage. Je vais prendre un exemple tout récent. Un ami à moi qui est professeur dans le Minnesota, Bruno Chawa, va publier dans la Revue des Deux Mondes un article passionnant sur la musique classique, qui s'appelle « La musique classique est-elle raciste ?» Et il raconte un séminaire dans une université américaine tenu par un Afro-Américain qui explique que tout ce que nous écoutons en matière de musique classique, donc depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, est en réalité une vaste entreprise de domination blanche racialiste pour entériner la domination des peuples opprimés, leur colonisation. Et dit-il, toute la structure de la musique classique est en fait une structure hiérarchisée où l'on voit bien que les musiques différentes sont en quelque sorte écrasées et comprimées sous la dictature d'une tonalité qui ne reflète rien d'autre que la raison blanche.
Et il prend notamment l'exemple assez drôle de ce que les gens connaissent bien en solfège, une blanche vaut deux noirs. Et il dit que ça, c'est l'exemple même de l'oppression qu'ont eu à subir les peuples colonisés. Et il oppose à la musique classique raciste, il oppose les beautés du rap et du hip-hop, qui, dit-il, sont véritablement l'art du XXIe siècle, l'art des peuples opprimés. Et ce à quoi Bruno Chawa rétorque très justement que dans le rap et le hip-hop, il y a évidemment beaucoup de racisme, puisqu'on a encore vu, j'ai vu l'information aujourd'hui qu'un rappeur français faisait l'éloge de la décapitation de Samuel Paty. Effectivement, il n'y a pas de limite à l'ignominie. Nous avons eu Frisk Corleone il n'y a pas longtemps qui voulait qu'on laisse rentrer Hitler et qu'on en finisse avec les Juifs. Donc effectivement, le rap n'est pas plus antiraciste que la musique classique n'est raciste. Je trouve qu'il est absurde de vouloir qualifier des arts selon des critères qui sont ceux de l'époque moderne. Mais la littérature elle-même est soumise à ce même mouvement de purification. Donc, on retourne dans les classiques et on relit Shakespeare, Dante, Racine, Corneille, Flaubert, selon les critères actuels, et on s'aperçoit donc que Shakespeare était un affreux raciste, que le mort Othello est chargé de tous les crimes, précisément parce qu'il est un mort et que donc c'est sa couleur de peau qui est en fait un assassin dans la pièce de Shakespeare. Et toutes les œuvres classiques sont relues sous l'angle du féminisme, où on voit que chaque fois, les femmes sont bafouées. Et je donne l'exemple de ce metteur en scène italien d'un opéra, je crois que c'est la Traviata, mais je peux me tromper, qui a décidé, il est italien, qu'à la fin, la Traviata ne mourrait pas, mais c'était son amant qui mourrait, parce qu'à une époque où on violente les femmes, il était inadmissible qu'une femme meure sur une scène d'opéra, et que donc il fallait réécrire les œuvres classiques. On a d'autres exemples, Laure Murat expliquant que Blow Up d'Antonioni est un éloge du viol. Elle avait fait un article il y a 2 ans et demi dans Libération, où elle démontrait que tous les plans subliminaux du film conduisaient immanquablement le spectateur à désirer violer son prochain ou sa prochaine. Alors moi, je n'avais pas compris le film comme ça, j'avais vu ça au contraire comme une merveilleuse énigme policière, mais heureusement que cette professeure française à Los Angeles a éclairé mon entendement, évidemment obscurci par les années de vieux mâle occidental blanc. Mais là aussi, puisqu'on parle du cinéma, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Il y a quelque temps, il y a à peu près 6 ou 7 mois, une théoricienne française et critique d'art, critique de cinéma qui s'appelle Iris Brett, est passée sur France Culture un matin. Et alors, je me réveillais et j'en l'entends parler de merguez. Alors je dis, tiens, c'est curieux, on parle de merguez sur une radio de la chaîne publique, c'est quand même pas le genre de la maison. Et non, c'était un terme anglais, c'était merguez. Ah ben oui, évidemment, en français, on dit bêtement regard masculin. Non, mais si on parle en français de Paname, on est des ploucs, bien entendu. Quand on arrive de New York ou de la Californie, on dit merguez, ou bien tous les mots sont dits en franglish de bazar, avec l'accent, parce que sinon, on a l'air de partager le sort de ceux qui vous écoutent. Alors, qu'est-ce que c'est que le regard masculin? Le male gaze de Madame Brett, c'est l'espèce de simplification, de brutalité avec laquelle les hommes regardent le corps des femmes. Et elle attaquait là Abdelatif Kechiche, donc le metteur en scène, je crois d'origine algérienne, qui, dans tous ses films, filmait les fesses des femmes avec une brutalité qui avait choqué Iris Brett. Et donc, la question que je pose, c'est y a-t-il une façon de filmer le cul des femmes ou les seins ou leur forme? Et donc, y a-t-il une façon masculine de l'envisager, brutale, sauvage, violente, une façon féminine, tout en douceur, tout en respect, tout en annulation du corps physique? Et je crains que malheureusement,
sur ce plan, il n'y ait pas beaucoup de différences. Quand je regarde, par exemple, un film pornographique fait par les femmes, je pense à l'actrice Ovidie, j'y vois pour ma part les mêmes positions. Alors peut-être y a-t-il plus de lenteur, plus de douceur, mais au final, ça se résume à la même chose. Et j'ai envie de dire à Madame Iris Brett, j'ai envie de lui citer une femme qui est connue pour son franc-parler, et je dirais même sa grande gueule, qui s'appelle Maïwenn, qui est passée récemment à la télévision et qui a dit « Nos féministes déconnent beaucoup depuis quelque temps ». Et elle dit « Écoutez, moi, je vais vous dire, j'adore sentir que les hommes regardent mes fesses et je serai très malheureux le jour où ils ne le regarderont plus. » Je crois que là, tout est dit. Donc, on peut épurer l'art, on peut commencer à bannir Poussin, Degas, Picasso, Watteau et les dénoncer comme étant les promoteurs de la culture du viol. Moi, je crois que le féminisme étant multiple, beaucoup de femmes vont s'insurger contre ce simplisme et dire que un des trésors de la culture, c'est justement de nous faire vivre la complexité humaine dans toutes ses dimensions, dans son ambivalence, dans sa violence et dans sa beauté. Que si l'on supprime cette ambivalence des œuvres d'art, donc si on lisse le cinéma, la littérature, la musique, la peinture, jusqu'à en faire des œuvres conformes à l'idéologie en cours, on reproduit soit l'art national-socialiste, soit l'art soviétique, lorsque Zhdanov, le ministre de la Culture de Staline, punissait Shostakovich ou Prokofiev parce qu'ils s'égaraient dans la musique atonale qui était contraire aux diktats du réalisme socialiste. Ce qui est très frappant aussi, je trouve, c'est comment l'intelligence est mise au service d'une décérébration totale, c'est-à-dire d'une espèce de volonté du règne de l'idiocratie. Céline écrivait « L'amour, c'est l'infini à la portée des caniches ». Et là, on a l'impression que c'est Bourdieu à la portée des caniches. C'est-à-dire que le monde, on veut abolir toute complexité. Le monde se résume au fond à des espèces de symboliques morales. Le noir, c'est gentil, le blanc, c'est méchant. Et tout procède un peu de cette ultra-simplification. Et la dernière fois qu'on s'est vu ici, à Chibolette, j'avais fait un exposé assez dramatisant sur le contenu des manuels scolaires. Et pour moi, il y a un lien. C'est-à-dire que depuis quelques années, 5, 10 ans, les manuels scolaires en histoire ont aboli la chronologie. Donc, il y a quand même derrière tout ça une espèce, parce que peut-être que c'est trop compliqué, je ne sais pas, mais le résultat, c'est une décontextualisation des phénomènes et de l'histoire. Et si l'histoire n'existe plus, si on abolit la chronologie, au fond, eh bien à ce moment-là, la morale doit s'imposer également au passé. Il n'y a pas de raison. Donc, j'ai l'impression qu'il y a ce phénomène-là aussi qui est à l'œuvre, dans cette espèce d'ultra-simplification et de haine ou de volonté d'épuration de toute forme de complexité, y compris fût-elle dans la langue avec l'écriture inclusive, ou fût-elle dans l'histoire avec l'abolition de la chronologie et la moralisation de tous les phénomènes historiques qui ont pu se passer depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Oui, ben je crois que tu as dit ça parfaitement. Une épuration éthique rétrospective, c'est-à-dire qu'on relie tous les phénomènes jusqu'au paléolithique sous l'angle de nos problématiques actuelles. Et c'est, par exemple, c'est ce que Peggy Sastre avait très bien vu, et je la cite dans mon livre, c'est la fameuse théorie du patriarcat du steak. C'est-à-dire que Françoise Héritier et un certain nombre de féministes ont expliqué récemment que, contrairement à ce qu'on croyait, si les femmes sont plus petites que les hommes, ça n'est pas du tout pour des raisons biologiques, mais c'est qu'en réalité, on a construit cet habitus corporel en les privant de viande. Et donc, depuis les tribus du néolithique, les hommes se sont emparés en quelque sorte de la viande et ont laissé aux femmes les bouillies et les farines pour amplifier leur forme, alors qu'eux se gavaient de protéines pour être forts et continuer à dominer leurs semblables et surtout à opprimer les femmes. Et donc, cette théorie a été évidemment réfutée par un certain nombre de biologistes, de neurobiologistes et d'historiens, mais il est incroyable de voir à quel point n'importe quelle fadaise
où n'importe quelle faribole peut immédiatement enflammer les esprits dès lors qu'elle vient confirmer un manichéisme actuel. Et tu as raison, c'est-à-dire que on relie toute l'histoire du passé donc à l'aune de nos soucis actuels. Autre exemple, parce que je le trouve très éclairant, et je le mets dès les premières pages du livre, un documentaire qui est paru sur France Culture. Il faut écouter France Culture, hein, c'est une bonne radio par ailleurs, mais on y puise aussi pas mal de raisons de froncer les sourcils parfois. Un documentaire sur l'architecture grecque est sorti sur France Culture il y a quelque temps, 1 an ou 2, où on expliquait que la sculpture grecque, contrairement à ce que l'on croyait, était polychrome, et ce qui est tout à fait exact, et qu'au fond, si la sculpture grecque a été blanchie, c'est parce qu'il y a un complot depuis des siècles, un complot occidental pour blanchir la Grèce antique et pour l'opposer au peuple de couleur. Et donc, dit-il, on pourrait enrôler tous les philosophes grecs anciens dans une sorte de pré-racisme ou pré-racialisme qui annoncerait en quelque sorte les phalanges furieuses du chancelier Hitler. Et évidemment, quand on lit ça, notamment sous la plume d'un archéologue, on est inquiet, on a besoin de revenir aux livres d'histoire. Et ce que les livres d'histoire nous disent, c'est qu'effectivement, la sculpture grecque était polychrome, qu'effectivement, le blanchiment de la sculpture grecque est une reconstruction historique des savants allemands, notamment de Baumgartner, au XIXe siècle, au moment où l'idée aryenne a pris une allure scientifique et a construit le racisme européen sur des bases non plus mythologiques, mais sur des bases qui se voulaient rationnelles et qui a donné naissance ensuite au national-socialisme. Mais si l'on revient aux historiens de la Grèce antique, alors on s'aperçoit que le mot race n'avait aucun sens pour les Grecs, qui, eux, ne prisaient que le statut social, que les esclaves grecs étaient plutôt blancs, alors que les Grecs, eux, étaient basanés, et que, selon la théorie d'Aristote, la couleur de peau n'est pas une essence, c'est un accident, et que les Grecs ne lui accordaient aucune importance, même si l'esclavage était évidemment répandu dans la Grèce antique comme l'a été dans la Rome antique. Et donc, on voit bien qu'il y a là une volonté de simplification, et on coupe littéralement l'histoire à la hache pour l'accommoder à nos désirs. Et effectivement, c'est une sorte de gloubi-boulga, un millimélo dans lequel les cerveaux ne peuvent plus se reconnaître. Et si on élève nos enfants dans cette bouillabaisse historique, alors là, on peut redouter le pire pour l'avenir. De la même façon, et j'y viens parce qu'on n'en a pas du tout parlé, quand on nous explique que l'esclavage est un crime contre l'humanité, ce avec quoi je suis d'accord, mais qu'on omet de dire qu'il y a eu 3 traites, l'Atlantique, la traite interafricaine et la traite orientale, et que lorsque je fais, par exemple, cette objection à Lilian Thuram, qui a publié un livre qui s'appelle La pensée blanche, parce que lui-même ne parle que de l'esclavage européen, et il me dit, c'est pas mon sujet. Je trouve qu'il y a là quand même un oubli, une hémiplégie, quelque chose qui est terrible. Comment peut-on faire une telle révision de l'histoire mondiale alors que c'est un fait avéré partout, que les Africains reconnaissent et que d'ailleurs que les musulmans reconnaissent aussi, puisque Malek Shebel, qui est mort en 2015, a consacré un livre énorme à l'esclavage en terre d'islam. Donc là, on touche à un phénomène qui est presque du négationnisme, c'est-à-dire que, souvenez-vous qu'Olivier Pétré-Grenouillot, donc historien nantais, a été accusé en 2006, lorsqu'il a sorti son livre sur les traites négrières,
par un collectif d'Antillais, de Guyanais et de Réunionnais, animé par Maître Collard et dirigé par Christiane Taubira, a été accusé de racisme parce qu'il osait parler de traite interafricaine et de traite orientale, et il a gagné son procès, mais aujourd'hui, il a complètement abandonné l'étude des traites orientales, et il a fallu le livre extraordinaire de Tidiane Diaye, qui est un historien sénégalais, musulman, sur le génocide voilé pour expliquer la différence entre la traite orientale et les traites transatlantiques. Donc, on est là dans une… Oui, mais Michael a raison, il y a un effacement, il y a un gommage de l'histoire qui n'a été réalisé que dans les pays totalitaires, mais qui se passe aujourd'hui sous nos yeux dans les pays démocratiques et presque avec le consentement muet d'un certain nombre de médias. J'ai une dernière question parce que ça fait écho et après je laisse la parole à Micha, j'ai beaucoup trop parlé. Oui, ben voilà, il est tard déjà, oui. Non, parce que je viens de voir justement le message d'une de nos auditrices et qui très justement souligne un phénomène au sein de la jeunesse qui est très intéressant, je trouve. Et si tu pouvais nous en dire deux mots, c'est que la grande cause humanitaire de toute la jeunesse actuelle, c'est la question des Ouïghours, de laquelle, à mon avis, ils ignorent beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que tu en penses? Oui, ben, je pense que ce n'est pas un faux problème. C'est vrai que les Chinois traitent très mal leur minorité, mais avant les Ouïghours, il y a eu les Tibétains. Non, mais bien sûr, c'est pas un faux problème, mais le fait qu'on s'empare, tu vois, que la jeunesse fasse vraiment une fixation sur cette question. Il y a peut-être du non-dit quand même aussi, au-delà évidemment du drame humain que ça représente et qui est réel. Alors, le non-dit, c'est qu'il faut se conformer à l'image du musulman comme opprimé. Il y a eu les Rohingyas en Birmanie, qui est d'ailleurs plus un problème ethnique qu'un problème religieux, puisque je suis allé en Birmanie, il y a de très nombreux musulmans dans toute la Birmanie qui ne sont pas opprimés en tant que musulmans, mais bon, ça c'est un autre problème. Je pense que les Ouïghours confirment effectivement l'idée très à la mode dans la gauche et l'extrême gauche, selon laquelle l'opprimé d'aujourd'hui, ça n'est plus donc ça n'est plus le juif, ça n'est plus l'ouvrier, c'est le musulman, et que ce musulman doit être défendu partout où il est en quelque sorte l'objet d'une opprobre. Et il y a une idée qui n'est pas du tout populaire et qui pourtant reçoit une certaine vérification dans la réalité, c'est l'idée que les chrétiens d'Orient sont aujourd'hui voués à la disparition, à l'extermination, mais ils ont un tort, et là, c'est qu'ils sont chrétiens, et ça, c'est très mal vu. Ce qui vient de se passer en Arménie, dans le Haut-Karabakh, le prouve aussi. Nous savons tous que le grand mamamouchi Recep Erdogan a très envie de terminer l'entreprise d'extermination commencée en 1915, il y a un peu plus d'un siècle, et qu'au fond, les Arméniens du Haut-Karabakh, comme les Arméniens d'Arménie, feraient volontiers l'objet de son entreprise d'extermination si Moscou ne mettait pas un frein à ces velléités-là. Mais on voit bien que c'est ce que tu disais tout à l'heure est tout à fait exact, Michael, c'est le monde à l'envers, sans méconnaître et sans sous-estimer le sort tragique des Ouïghours, mais qui est celui de toutes les minorités sous la tutelle ou sous la férule du Parti communiste chinois. On gomme aujourd'hui le sort d'un certain nombre de peuples ou de groupes dont le seul tort est de ne pas correspondre au stéréotype du jour. Et le stéréotype du jour, c'est ce que je dis dans la préface de mon livre, il vaut mieux aujourd'hui être musulman que juif ou chrétien, car dans une certaine mentalité occidentale, cela vous vaut d'emblée la sympathie d'une jeunesse qui, je crois, est tout à fait de bonne foi. Elle n'est pas du tout ni hypocrite ni menteuse, je crois qu'elle est de bonne foi. Simplement, on peut s'engager en faveur des Ouïghours, on peut aussi ne pas oublier les Coptes, on peut aussi ne pas oublier les chrétiens d'Orient, ni les Arméniens, ni les Kurdes, ni toutes les minorités opprimées, et Dieu sait si elles sont nombreuses, et donc on peut avoir une vision peut-être plus polyphonique et plus complexe du monde, mais à ce moment-là, cela voudrait dire que nous devrions avoir une vision tragique du monde, c'est-à-dire qu'effectivement, s'engager, c'est choisir.
Et la tragédie, c'est ce que la jeunesse ne supporte pas. Elle veut s'engager pour les Ouïghours, comme d'autres s'engagent pour la cause écologique, contre le changement climatique, parce qu'au fond, il ne faut pas embrouiller le cerveau de nos enfants. Et la prise de conscience de l'histoire comme tragédie, c'est peut-être aussi l'accession à la maturité. Merci. Michael, tu as encore une question peut-être ou une remarque? Non, peut-être qu'il ne faut pas poser les questions aux auditeurs. Voilà. Juste avant de passer la parole aux auditeurs éventuellement, je dois juste faire une remarque. L'essentialisation, c'est d'abord une conception de l'homme et de l'humanité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de sujet et il n'y a plus de libre arbitre avec l'essentialisation. Et l'essentialisation, avec ce que j'appelais tout à l'heure l'envie mimétique et l'identification projective, participe, comme le disait Michael aussi, d'une véritable mentalité complotiste, c'est-à-dire tout à fait paranoïaque. Et là, on rejoint cette essentialisation, on rejoint les délires tu l'as dit Pascal, d'une certaine façon, les délires des origines, d'auto-engendrement, d'éternité qu'on retrouve tant chez les islamistes que chez les nazis. Je crois que c'est effectivement quelque chose qui n'est pas seulement idiot, mais qui est la mort du sujet, quoi. Tu veux peut-être rebondir là-dessus, Pascal, ou... Oui, non, mais tu as raison. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'au fond, la pensée de chacun, la culture, se déduit de sa couleur de peau, C'est ça. de sa croyance. Et que donc, quoi que nous fassions, même si je suis un blanc progressiste qui vient protester de sa bonne foi dans une manifestation aux États-Unis contre Donald Trump, c'est un exemple que je donne. Le simple fait d'être blanc, d'être une femme blanche, fait de moi une dominante et donc, a priori, quelqu'un de suspect. Et donc, on n'échappe pas à sa propre naissance. Et ça, c'est évidemment le contraire de tout le projet des Lumières et de la liberté. Je voudrais juste encore une fois rajouter quelque chose. On a parlé des philosophes français importés et mixés dans les campus américains. On a omis Badiou, Alain Badiou, qui n'était pas un déconstructiviste à proprement parler, mais je crois qu'il faut se rappeler quand même. Alors, il y a ce paradoxe extraordinaire que d'un côté, chez lui, l'identité n'existe pas, c'est-à-dire les sentiments d'appartenance, l'identité comme construction, etc., en tant que marxiste n'existe pas. Par contre, effectivement, il est totalement allié avec les identitaires. Et ce Badiou qui disait il y a un certain nombre d'années, la question de l'antisémitisme, on va la régler par la dissolution, enfin la solution finale douce, c'est-à-dire la dissolution du non-juif. Aujourd'hui, il le dit, et je crois que je t'ai entendu le dire dans une autre interview. Il dit au fond, il faut qu'il y ait beaucoup d'immigration en France, de mixité, etc. Il n'y aura plus de couleur, il n'y aura plus de noir, il n'y aura plus de blanc, il y aura, comme tu l'as dit, je crois, du beige. Et dans ce cas, et donc, il n'y a plus de différenciation, il n'y a plus de racisme, il n'y a plus rien du tout. C'est extraordinaire. C'est là aussi la dissolution totale. Au nom de l'idolâtrie de la différence, on annule effectivement toute différenciation. Et là, on retrouve l'horreur du féminin. Oui, alors là, alors Badiou l'a dit, puis il veut mettre fin à l'horrible aventure occidentale blanche, mais celle qu'il a dit, c'est Marie Dariussec. Dans un article du Monde paru il y a quelques années, en l'honneur de Christiane Taubira, elle dit que l'homme blanc doit disparaître et que nous allons tous devenir beiges. Donc c'est qu'à partir du moment où nous serons tous beiges, métissés, mélangés, il n'y aura plus de conflits, il n'y aura plus de bagarres, il n'y aura plus de racisme, mais sauf que nous savons tous, et il suffit de voir l'exemple des Antilles ou l'exemple de l'Afrique noire ou l'exemple d'un certain nombre d'îles, les métis sont eux-mêmes l'objet d'un certain nombre d'attaques de la part d'autres groupes raciaux qui considèrent qu'ils ne sont pas assez noirs ou qui ne sont pas assez blancs, et donc ils font l'objet d'une suspicion, notamment aux Antilles, où il y a les octavons, les carterons, etc., etc. Donc tout ça n'est pas clair, et même si l'humanité se figeait en une seule couleur, les hommes continueraient à se classifier et à se détester peut-être selon les nuances de leur épiderme. Donc l'idée que le grand métissage va résoudre le racisme, qui est la seule invention des Blancs, est une idée sotte
et qui est démenti par les faits. Il suffit aujourd'hui de demander aux métisses ce qu'elles pensent de la manière dont les traitent d'autres gens. Et même à l'intérieur de l'Afrique, on sait très bien qu'il y a un racisme incroyable entre les groupes, les ethnies. Sinon, les Hutus n'auraient pas massacré les Tutsis avec la férocité que l'on sait. Donc tout ça ne tient pas la route, mais tout ça facilite une certaine paresse d'esprit. Ok. Pascal, est-ce que tu es d'accord qu'on se donne 10 minutes peut-être de questions Oui, et par le après, public? après Ok. on en a Bon, plus. Johan, alors dernier espoir, jingle, visuel, et on passe aux questions au public. La tronche. Ah, J'aime pas ma tronche là-dessus. non, tu es très bien. Non, parce que je fais une grimace. Je me mordais les lèvres. Soirée internationale, Chibolette, première. Ah, merci pour les 3 visuels. Est-ce qu'on peut ouvrir les micros et qu'on ait 2-3 questions assez courtes pour Pascal? C'est bon. Les micros sont ouverts? Je veux bien poser une question. Oui. Qui? Patrick Sadoun. Patrick, Allez-y. est-ce qu'on ne peut pas considérer que lorsque ces néo-féministes vivent toute forme de manifestation de désir masculin comme une agression insupportable, est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'on a là affaire à une nouvelle forme de paranoïa féminine? Ça expliquerait toute la dimension de haine, tout le discours complotiste qu'on retrouve toujours dans ces constructions idéologiques. De la même façon, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer qu'une femme qui se convertit à l'islam pour porter le voile ne choisit pas cette conversion précisément pour se cacher du désir masculin, parce que pour elle, le désir masculin est vécu comme une agression insupportable, justement du fait de sa structure psychique? Là, j'ai du mal à répondre parce que là, je suis face à des psychanalystes qui sont beaucoup plus aptes à démêler les méandres du psychisme féminin que moi. Mais je me souviens de Judith Butler expliquant aux Afghanes qu'elles devaient garder le voile coûte que coûte et rester dans le patriarcat islamiste pour ne pas répondre aux injonctions du patriarcat impérialiste américain. Mais évidemment, elle-même ne portait pas le voile et ne s'est pas installée à Kaboul ou à Kandahar pour goûter les délices de la vie sous une tente ou de la vie qui vous fait ressembler à une cabine téléphonique ambulante. Maintenant, est-ce que le désir masculin est une agression pour une femme? Peut-être, oui, sans doute. Je me souviens qu'il y a quelques années, des féministes nord-américaines avaient inventé des godemichets qui, pour ne pas répondre à la forme du phallus, avaient pris des formes de fleurs ou des formes de fruits parce qu'il fallait absolument échapper à l'obsession phallique qui rendait ces féministes, qui pour ces féministes était insupportable. Donc, moi, je comprends parfaitement que des femmes n'aiment pas les hommes. Ça ne me dérange pas du tout. Je comprends qu'il y ait des femmes qui préfèrent les femmes, de même que des hommes préfèrent les hommes et considèrent l'anatomie féminine comme insupportable pour toutes sortes de raisons qui ne m'appartient pas de préciser. Simplement, ce qu'on peut dire à toutes les militantes du schisme entre le masculin et le féminin, ce qu'on peut leur dire, c'est n'en dégoûtez pas les autres. Si vous n'aimez pas les hommes, la loi, et la loi est bonne en ce sens, autorise depuis 30 ou 40 ans l'homosexualité masculine et l'homosexualité féminine. Nous avons mis fin au tabou qui pesait sur ces pratiques et c'est une excellente chose, alors que ces tabous persistent dans de nombreux pays, notamment, je rappelle que Daesh avait comme ambition de précipiter les homosexuels du haut d'une tour.
ce qui est évidemment une autre façon de voir les choses, mais le fait que les minorités aient acquis un certain nombre de droits absolument légitimes ne les autorise pas à considérer l'hétérosexualité comme étant un crime, car faire de l'hétérosexualité un crime, c'est évidemment rendre la vie impossible pour ceux encore nombreux qui y trouvent un certain charme. Je pense qu'effectivement, notamment une des bases de la culture française, c'est quand même la conversation entre les sexes, et c'était ce que notait en 1919-1920 l'écrivaine américaine, la romancière américaine, pardon, Edith Wharton, qui, grand ami d'Henry James, visite la France et est stupéfaite par la visibilité du féminin. Et elle dit, les femmes ont acquis une visibilité grâce à la Première Guerre mondiale, les hommes étaient au front, donc elles ont dû prendre en main la production. Et elle dit, en France, dans l'espace public, les femmes sont partout, alors qu'aux États-Unis, elles sont reléguées dans les salons, dans les maisons, dans les maternités. Et elle dit, c'est une chose qui me frappe, à quel point les femmes parlent à égalité avec les hommes. Je crois que c'est une tradition qui remonte évidemment bien en amont, dans les salons, dans la pratique d'une certaine aristocratie, dans le jeu de la séduction. Là, je rejoins évidemment Claude Habib et son livre sur la galanterie à la française. Là encore, pour répondre à ce que disait tout à l'heure très justement Michael Prazan, la séduction à la française, la galanterie, est une chose qui horripile les féministes nord-américaines, et notamment John Scott, qui n'arrête pas de dire que la France, c'est en réalité une rose, mais qui sent le purin, parce que derrière les procédures linguistiques, sémantiques ou aristocratiques de la séduction, ne sévit qu'une seule culture, la culture du viol, qui est propagée par la peinture, par la littérature, par le théâtre, et que donc on doit mettre fin une bonne fois pour toutes à cette chimère défendue évidemment par des machistes et par des femmes aliénées à l'idéologie masculine, et que la séduction n'est que l'autre nom embelli du viol. Et donc c'est un peu voilà. Et donc ce que disait Michael tout à l'heure est vrai. Il y a une volonté de certains campus nord-américains d'en finir avec l'exception française jusque dans ses racines les plus intimes. Excusez-moi, je peux parler? Oui, bien sûr. On est là pour ça. Martine Ducovsin. Oui. Écoutez, globalement, en fait, moi, je suis d'accord avec, d'une façon large avec ce que vous dites, et dans le détail, pas du tout. Bon. Alors, pas du tout, pourquoi? Parce que je trouve que vous avez des moments comme ça où vous discréditez tout ce que vous êtes en train de démontrer. Par exemple, quand vous expliquez que arriver en France pour un Américain noir, c'est découvrir qu'il n'y a pas de différence pour les Français entre les Blancs et les Noirs, c'est faux. Moi, par exemple, j'ai 2 expériences avec des Noirs. Un Antillais avec qui je suis sortie le premier soir, on s'est fait attaquer dans la rue. Un ami africain avec qui j'étais amie et on se faisait agresser même en voiture. Alors, excusez-moi, parce que ça ne fait pas longtemps que je parle, donc vous avez parlé pendant toute la soirée. Non, mais ce que je peux dire est un peu maladroit. Mais moi, je pense que Hitchcock, il a un male gaze que je ne lui reproche pas. Mais il est clair qu'il a un male gaze, qu'il est hanté, obsédé par le viol, et que c'est dans tous ses films, jusqu'à Frenzy, où il a enfin… Ce que je ne lui reproche pas, je veux dire, c'est un réalisateur, c'est quelqu'un qui est un artiste, qui a besoin de lâcher ses pulsions, ses désirs. Mais les femmes, pendant des années, ne se sont pas exprimées. Et donc, pour l'instant, elles n'ont pas vraiment fait de peinture, de films, de livres. Elles commencent. Et moi, la question que je me pose, c'est tout ce problème, c'est un problème d'identité. Pourquoi il y a une telle, disons, souffrance chez ces gens, qui soient noirs, arabes, post-féministes, de vouloir tout d'un coup prendre le rôle de la victime et d'être aussi bête. Voilà. Et donc, voilà, moi, c'est la question que je me pose, c'est
pourquoi cette nécessité de totalement rentrer dans le personnage de la victime qui va éventuellement effectivement tuer, attaquer, transformer les gens en boucs émissaires. Voilà. Oui, je réponds. Oui, vas-y Pascal, si tu peux. Alors écoutez, je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de racisme en France. J'ai simplement fait état d'un phénomène historique, c'est la migration d'un certain nombre d'artistes nord-américains, afro-américains en France, parce qu'ils se sont sentis accueillis ici, ce qui ne veut pas dire du tout que tous les Africains ou tous les gens qui ont une couleur de peau basanée ne sont pas victimes du racisme. Là, je crois que je ne suis jamais allé jusqu'à dire ça. Il se trouve que moi-même, je vis avec une femme d'origine africaine, mais étant une femme, peut-être qu'elle ne vit pas le racisme de la même façon que si elle était un homme, ce qui est un peu différent. Simplement, je relate des faits. Voilà, il y a un certain nombre de Nord-Américains et d'Afro-Américains qui se sentent plus à l'aise en France parce que la question de leur couleur de peau n'est pas brandie en permanence, n'est pas fétichisée comme elle peut l'être aux États-Unis, et que lorsqu'ils parlent, on ne les réduit pas à leur épiderme. C'est tout simplement, évidemment qu'il y a du racisme en France, comme dans toutes les sociétés, mais je pense quand même que nous avons une autre façon de vivre le désir que les anglo-saxons proprement dit, que sur ce plan-là, nous sommes peut-être plus libéraux qu'ils ne le sont eux-mêmes. Alors, quant à votre dernière question sur pourquoi un certain nombre de gens veulent-ils être des victimes, et finalement, la victime, c'est l'identité suprême, tout simplement parce qu'à partir du moment où vous êtes qualifié en tant que victime, où vous êtes racisé, pour reprendre un terme qui s'est popularisé au printemps de cette année après la mort de George Floyd aux États-Unis et après les manifestations en faveur d'Adama Traoré, si vous êtes racisé, ça veut dire qu'au fond, vous n'avez que des droits, vous n'avez aucun devoir. Et donc, cela vous permet d'échapper au statut d'individu libre, puisque chacun d'entre nous, en tant qu'individu, a des droits, mais aussi a des devoirs et doit répondre de ses actes. Si vous êtes racisé, si vous êtes d'emblée une victime, vous n'avez plus à répondre de vos actes, donc vous êtes en quelque sorte innocenté et vous sortez de la société courante et donc vous pouvez faire ce que vous voulez car vous n'avez plus aucune responsabilité. Voilà ce que je dirais voilà pour répondre à votre question. Paul, je peux? Richard, et puis après, on va devoir arrêter après la réponse de… Vas-y, Paul. Oui. Contrairement à la précédente intervenante, je suis totalement d'accord avec Pascal dans le fond et dans la forme et dans les détails. Je suis un homme du XXe siècle, comme Pascal et beaucoup d'entre nous, et nous avons une grande chance, c'est que nous sommes les descendants des Lumières et que nous sommes formés avec cette liberté d'esprit qui engendre beaucoup de, j'allais dire, d'affection et d'amour envers les autres, et hommes-femmes et femmes-hommes. Mais juste, je termine avec cette information que j'ai lue juste récemment, la résistance, évidemment, par rapport à toute cette problématique, vient d'un régime d'extrême droite, commence dans un régime d'extrême droite, la Hongrie. Il y a 48 heures, le gouvernement hongrois a déposé un projet d'amendement constitutionnel pour dire que dans la constitution hongroise, la mère est une femme, le père est un homme et que le sexe correspond uniquement à celui de la naissance. Et deuxième amendement, c'est la Hongrie protège le droit des enfants à s'identifier en fonction de leur sexe. L'éducation est assurée conformément aux valeurs fondées sur l'identité constitutionnelle de la Hongrie et la culture chrétienne. Fin de citation. Le livre de Pascal est un livre déjà de résistance. Bon, bah écoutez, merci Paul, merci, je suis très touché. Alors je ne sais pas si je voudrais adapter
la constitution hongroise en France, je pense que ce serait impossible. Mais juste, j'ai lu ce soir une information intéressante selon laquelle le chancelier Kurz en Autriche, c'est à côté de la Hongrie, ça n'est pas un homme de gauche, voulait criminaliser l'islam politique. Alors, je ne sais pas ce qu'il entend exactement par là, mais il est vrai que si en France, on criminalisait par exemple les frères musulmans, si en tout cas on les mettait hors la loi, je pense qu'on rendrait un certain service à tous nos compatriotes musulmans qui n'ont pas envie d'être embrigadés dans les délires ou dans les fantaisies macabres de ce groupe totalitaire dont Michael Prazan a si bien parlé, et dans son film et dans son livre. Tout à fait. Merci, on va s'arrêter là. Merci. Ah, on s'arrête. Tu veux? Sinon, on va y passer la nuit. Non, mais je suis d'accord. Par rapport à... Excusez-moi, on a un impératif. Excusez-moi, on doit vraiment arrêter. Oui. Mais on reprendra tout ça. Merci infiniment, Pascal. Merci, Michael. Merci à vous. Merci, c'était très stimulant de parler avec vous. Il y a plein de mots élogieux. Je te remercie et qui expriment leur gratitude pour ton œuvre en général et pas seulement pour ton interview. Le 11 décembre, donc le prochain séminaire, ce sera avec Pierre-André Taguieff et on parlera aussi du décolonialisme. Oui. Il fait un très bon livre aussi. Absolument. Voilà. Si tu veux discuter de Pierre-André, c'est avec plaisir. Ok. D'accord. Bon, bonsoir tout le monde. Bonsoir à tout le monde et merci à tous. Beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Merci. Au revoir. Soirée internationale Chibolette première. Ok.